Salutations férus de prospection spirituelle où que vous soyez sur cette magnifique planète qu'est notre Terre. J'invite le nouvel auditoire à consulter les capsules pépites numéro 1 sur 2 et numéro 2 sur 2 qui présentent cette chaîne, son présentateur et son contenu. Ces informations vous seront utiles pour apprécier à sa pleine valeur la présente capsule pépite et toutes les 36 autres de la série sur la vie. Pour accompagner la série sur la vie en fichier de format PDF, j'ai opté pour produire un concept de capsule pépite sous la forme de vidéo qui ne se substitue point au fichier PDF, mais les complète. Pour l'auditoire d'expérience dans notre genre de prospection de pépites spirituelles, aujourd'hui, il sera question de la capsule pépite numéro A2 sur 9 qui s'intitule Tome 1, l'humanité déshumanisée, le contexte politico-légal. Le Canada est dirigé depuis sa fondation en 1867 par deux partis politiques, conservateurs et libéral, qui se succèdent périodiquement. Au Québec, outre le Parti libéral provincial, il y a eu quelques partis qui ont dirigé sporadiquement la province. L'Union nationale, le Parti québécois et la coalition Avenir Québec. Au Québec, comme au Canada, notre système politique compte plusieurs partis politiques, mais l'État est dirigé par deux partis politiques en alternance. Au Québec, le parti alternatif au Parti libéral a changé au fil des époques. Ce même phénomène est davantage accentué aux États-Unis d'Amérique, où le pouvoir politique est partagé entre deux partis politiques, les démocrates et les républicains. Il est extrêmement onéreux en temps, en ressources humaines et matérielles pour être en mesure de s'inscrire à titre de candidat indépendant à une élection présidentielle américaine, et ce, sans même compter les très nombreuses embûches qui resteront à être surmontées. Antipathie, pour ne pas dire la mauvaise foi, des médias de masse en termes de couverture médiatique et à la participation aux débats politiques médiatisés. J'ai constaté ces dernières années un phénomène inusité que personnellement je n'avais pas remarqué jusqu'alors. Des provinces canadiennes et même des pays dirigés par des partis politiques aux idéologies très différentes ont eu tendance à adopter des comportements similaires au point que les politiques gouvernementales de nombreux pays ressemblent de plus en plus à de la nage synchronisée. Au moins, on sait qu'en nage synchronisée, la personne qui coordonne la chorégraphie se tient en dehors de la piscine. De plus en plus d'individus et d'entreprises dépendent de l'État pour les salaires des fonctionnaires, les subventions aux entreprises, les achats gouvernementaux et pour des programmes sociaux, à un moment où l'État devient de plus en plus endetté et autoritaire par l'utilisation abusive de lois sur l'état d'urgence pour suspendre les droits des citoyens et forcer des entreprises et organisations à fermer leurs portes ou à leur interdire certaines activités ou par des couvre-feux qui limitent drastiquement la liberté de mouvement des individus et qui ne font pas de sens avec la réalité. L'État tolère de moins en moins bien les opinions contraires à son discours officiel par la censure de certaines opinions contraires aux siennes et par l'utilisation de menaces d'amende déraisonnables et par des menaces de perte d'emploi pour ceux qui refusent d'obtempérer. Le discours officiel est repris en cœur par les médias de masse qui vivent de plus en plus au crochet de l'État par des subventions et par de la publicité propagande étatique et qui font du formatage de masse de la pensée de leur auditoire en leur disant ce qui est bien et ce qui est mal, en plus de souvent ne pas présenter à leur auditoire certaines opinions contraires au discours officiel. Plusieurs pays justifient de prélever davantage d'impôts et de taxes par leur endettement élevé, mais contractent de nouveau davantage de dettes qui les amènent de nouveau à augmenter le fardeau fiscal des contribuables. Il est étonnant, à tout le moins au Québec, qu'on n'entende jamais les ultra-riches se plaindre publiquement d'être trop taxés. Pourquoi? En va-t-il de même ailleurs dans le monde? Personnellement,
les personnes que j'ai entendues se plaindre étaient les salariés avec une rémunération annuelle supérieure à 100 000 canadiens. De même, il m'apparaît étonnant de ne jamais entendre les médias de masse ou la classe politique interroger publiquement l'intégrité du processus électoral. Au Québec, nous avons un directeur général des élections, un vérificateur général du gouvernement, un commissaire à l'éthique et à la déontologie, un commissaire d'accès à l'information et un protecteur du citoyen, avec autant de commissaires nommés par le gouvernement pour défendre la démocratie et les droits des citoyens. Les citoyens du Québec peuvent dormir sur leurs deux oreilles. Nous vivons dans une démocratie modèle où les citoyens sont extrêmement bien protégés contre leur gouvernement et autres abuseurs professionnels. Cependant, la réalité semble différente du discours politique et médiatique. Pourquoi? Analysons qui bénéficie le plus des actions gouvernementales. Les médias de masse reçoivent plus de l'État qu'auparavant. L'industrie pharmaceutique également, via l'épidémie d'injections à répétition d'antivirus quasi forcés et l'assurance médicaments collective mise en place par le gouvernement. Le complexe militaro-industriel aussi, à chaque fois que l'État canadien aide d'autres pays en leur donnant des armes à coût de milliards de dollars. De même que les très grandes entreprises qui ont davantage de ressources pour profiter de la tendance à la hausse des achats en ligne qui ont été favorisés par les mesures contraignantes adoptées par les gouvernements. Couvre-feu, masques, etc. entre 2020 et 2023. Les petites entreprises n'ont pas les ressources financières et techniques pour implanter des sites Internet transactionnels et sont ainsi désavantagées dans le contexte actuel. Même les petites entreprises qui possèdent un site Internet transactionnel éprouvent de la difficulté à compétitionner avec les géants de ce monde pour obtenir de la visibilité au niveau des moteurs de recherche sur Internet qui sont majoritairement américains eux aussi. Au fil des ans, les pays ont adopté des lois qui reconnaissent la primauté des prêteurs de dernier recours au détriment des autres créanciers en termes des garanties en matière d'insolvabilité d'une ou de plusieurs institutions financières composant le système financier. Là encore, ces lois favorisent les banques centrales au détriment de tous les autres intervenants dans les marchés financiers, notamment les épargnants et les investisseurs, petits et plus grands, qui se retrouvent au rang des créanciers ordinaires non garantis, et ce pour leurs propres épargnes et investissements advenant l'insolvabilité de l'institution dans laquelle leurs fonds étaient détenus. Un autre beau mécanisme éventuel de transfert de fonds de la population vers ceux qui contrôlent le système monétaire. Une autre incongruité se retrouve au niveau du système de justice pénale où il y a apparence d'une justice à deux vitesses, où l'on retrouve deux mesures pour un même poids. En matière de droit pénal, les individus mal intentionnés mais bien avisés ont tout intérêt à faire réaliser leurs méfaits par de grandes corporations qui, si elles se faisaient prendre la main dans le sac pour diverses infractions au code criminel, se verraient condamnées à payer une amende, tandis que l'individu ayant commis les mêmes délits par lui-même se retrouverait derrière les barreaux d'une prison. Qui ont la possibilité de faire commettre leurs méfaits par de grandes corporations? Les gens qui les contrôlent. Cela donne l'impression qu'il y a une justice pour les riches et une autre pour tous les autres. Les lois promulguées par nos gouvernements sont-elles justes? Prenons le cas d'une multinationale québécoise. Fictivement, nous la nommerons Accommodation Lefto ou ALT pour les intimes.
Il s'agit d'une entreprise qui a débuté modestement en dépannant une clientèle généralement pressée et un peu mal prise. L'entreprise, visiblement, est gérée de manière serrée et respecte la loi sur le salaire minimum au Québec et dans les autres juridictions dans le monde où elle a fait des acquisitions au courant des dernières décennies et y possède des dizaines de milliers de petits établissements commerciaux. L'actionnaire de contrôle de ALT est devenu multimilliardaire au fil de plusieurs décennies de travail incessant. Pendant ce temps, les nombreux employés de ALT, payés au salaire minimum légal, ont peiné à joindre les deux bouts. Tout cela est légal, diront certains. Mais est-ce juste de fixer un salaire minimum qui plongera ou gardera captifs ces travailleurs du cercle vicieux de la pauvreté, pendant que le propriétaire d'ALT sera devenu multimilliardaire grâce, en très grande partie, justement, au travail de ces mêmes employés? Comment expliquer que nos dirigeants politiques sont visiblement fortunés personnellement, mais semblent visiblement nuls pour administrer les finances publiques? Comment devenir fortuné lorsqu'on est nul en administration financière? Quels intérêts nos politiciens servent-ils? La réponse se trouve dans l'observation de la direction du courant où coule l'argent public. Il y a bien de l'argent qui coule sur une partie de la population de près de 9 millions de Québécois et de 40 millions de Canadiens. Il s'agit parfois de millions de dollars et, en général, de plusieurs milliards de dollars canadiens annuellement. Ce qui passe plutôt inaperçu, c'est que le gros du courant d'argent, de très nombreux milliards de dollars canadiens annuellement, coule globalement pour la propagande gouvernementale en publicité, le service de la dette de l'État qui ne cesse d'augmenter ses dettes, l'achat d'armements, l'achat de médicaments et d'antivirus, au nom du mieux-être de la population, évidemment. Les secteurs ainsi arrosés sont les médias de masse, les banques, le complexe militaro-industriel et Big Pharma, qui se retrouvent au bout de cette tétine gouvernementale. Si on présume qu'une infime minorité d'individus, qui ne sont fort probablement pas canadiens, s'y retrouvent et contrôlent les dites industries, on n'a guère de chance de se tromper. Il s'agit d'individus parmi les plus avides et voraces de la planète, les piranhas de la finance, qui sont les richissimes de ce monde. Pourquoi tant rechercher à gober les milliards de dollars de leur pays et ceux des autres pays, quand Crésus passerait pour un pauvre aux côtés d'eux? En terminant, pour en apprendre davantage sur le sujet abordé, je vous invite, si ce n'est déjà fait, à télécharger gratuitement les fichiers en format PDF que vous trouverez à l'intérieur de la capsule Pépite numéro 1 sur 2 et à lire dans l'ordre croissant des tomes la trilogie Série sur la vie, une œuvre fondamentale et pratique d'une vingtaine de pages de contenu par tome que j'ai écrite. Elle relate ma compréhension de plusieurs aspects importants de la vie, du sens profond de l'expérience humaine, du dessein de Dieu, et qui partage les réponses trouvées aux questions fondamentales: qui sommes-nous? D'où venons-nous? Quoi faire de notre vie? Bonne lecture, merci de votre écoute et à la prochaine capsule Pépite numéro A3 sur 9, tome 1, l'humanité déshumanisée, le contexte psychosocio-moral. Tourlou.